Bienvenue sur TechWeb. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder PHP et l'orienté objet. Donc, je vais vous présenter le principe de la programmation orientée objet, bien que vous l'aviez déjà abordé, je crois, l'année dernière. Je vais aussi vous présenter le concept de classe et surtout comment déclarer une classe ou comment la définir en PHP, comment instancier un objet, comment pouvoir y accéder à ses attributs, à ses méthodes, ainsi que les différents niveaux de visibilité des attributs ainsi que des méthodes. Et nous allons conclure la vidéo avec la présentation de la notion d'interface. Déjà, à quoi ça peut nous servir d'utiliser, de définir les interfaces et surtout comment pouvoir faire ça en utilisant PHP. Donc, la programmation procédurale, c'est la programmation, on va dire, classique qu'on a l'habitude d'utiliser. Elle se focalise sur l'écriture des procédures qui exécutent des actions sur les données. Et donc, les données et les procédures sont traitées indépendamment les unes des autres sans tenir compte des relations étroites qui les unissent. Donc, la question qui s'est posée, est-ce que cette séparation est utile? Parce que c'est vrai, pas actuellement, mais on a souvent l'habitude d'utiliser cette forme de programmation où on a les données d'un côté et on essaye de trouver les algorithmes ou bien les procédures qui permettent de faire un traitement sur ces données-là et bien sûr obtenir au final les résultats qu'on cherche. Et effectivement, on ne se pose jamais la question pourquoi ne pas regrouper les deux ensemble, parce que c'est vrai, on a d'un côté les données qui sont structurées de manière totalement indépendante des procédures ou des fonctions qu'on va écrire, et on essaye de résoudre un problème. Donc à un moment donné, certains informaticiens et développeurs se sont posé cette question, est-ce que cette séparation elle est utile ou pas? Et c'est comme ça qu'est né le paradigme orienté objet, justement pour essayer de lier la structure des données ou les données avec les procédures ou bien les méthodes qui vont être exécutées sur ces données-là. Donc c'est quoi ce paradigme orienté objet? Donc il est basé sur la connaissance d'une seule catégorie d'entités informatiques. Donc, il n'y a pas d'un côté les procédures ou les fonctions et d'un autre côté les données. Non. Donc, dans ce paradigme orienté objet, il n'y a qu'une seule entité qui peut exister, c'est l'objet. Donc, c'est quoi un objet? Donc, un objet, il regroupe à la fois des données et des fonctions, ce qui représente une meilleure intégration des données et des traitements. Donc, il va y avoir l'objet, si vous voulez, à l'intérieur de l'objet, au sein de l'objet, nous allons créer une sorte de relation, de lien entre les traitements et les données. Et bien sûr, l'objet est caractérisé par son identité qui permet de le distinguer des autres objets. Ses attributs, il s'agit des données caractérisant l'objet. Ce sont des variables internes stockant des informations d'état de l'objet, c'est-à-dire des informations qui concernent l'objet lui-même. L'objet est aussi caractérisé par ses méthodes, c'est-à-dire ses traitements qu'il sait réaliser et qu'il propose aux autres objets. Il y a une notion très importante dans ce paradigme orienté objet qui est l'encapsulation des données. Et cette encapsulation fait que les données, c'est-à-dire les attributs d'un objet, ne sont accessibles que par l'intermédiaire des méthodes qui constituent une interface non basée sur les structures de données. C'est-à-dire par la suite, nous allons voir ça dans des exemples, où nous allons avoir des objets qui ont un certain nombre d'attributs, mais pour pouvoir lire ou modifier ces attributs, nous devons faire ces manipulations uniquement à travers de certaines méthodes. Et donc, le fait de ne pas pouvoir y accéder directement, on appelle ça l'encapsulation des données.
La donnée, elle est encapsulée et elle est à l'intérieur de l'objet. Et pour pouvoir y accéder, on est parfois obligé de passer par des méthodes qui sont offertes et disponibles via l'objet lui-même. Donc le concept de la classe peut modifier et optimiser ces structures de données. Pardon, le concepteur de la classe. Parce que nous allons aussi aborder la notion de classe au niveau du deuxième volet de cette vidéo, où nous allons voir que on peut définir des concepteurs. Et évidemment, un concepteur, il a la possibilité de modifier et d'optimiser la structure des données sans pour autant impacter ou modifier la structure des méthodes offertes par l'objet ou par la classe elle-même. Un exemple concret, j'ai déjà défini une classe A. Elle a un certain nombre d'attributs, un certain nombre de méthodes. Je peux modifier la structure de mes attributs sans pour autant euh, modifier mes méthodes, sans pour autant obliger les autres objets qui avaient l'habitude d'accéder aux attributs de cette classe de modifier des choses au niveau de leur méthode. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important quand on souhaite effectuer une programmation orientée objet. Bien sûr, il y a trois modes d'accès aux attributs d'un objet. Il y a le mode par défaut qui est public. Il s'agit du niveau le plus bas de protection où les attributs sont accessibles directement par l'objet lui-même ou par d'autres objets. Il y a le mode d'accès private et le niveau le plus fort de protection. Les attributs de l'objet sont accessibles uniquement par les méthodes de l'objet, c'est-à-dire on ne peut pas y accéder directement. Il faut qu'on passe par des méthodes et ces méthodes-là vont accéder directement aux attributs et nous rendre par la suite une réponse. Ou bien effectuer une mise à jour d'un attribut. Tout dépendra. Il y a aussi le mode d'accès protected, est un niveau de protection qui est lié à la notion d'héritage. Et je ne vais pas vraiment trop m'attarder sur ces modes d'accès parce que je suppose que vous avez déjà abordé le paradigme orienté objet et donc vous connaissez normalement très bien tous ces modes d'accès. La classe donc est un modèle qui s'apparente à la déclaration d'un nouveau type qui encapsule données et méthodes. Et une instance d'une classe n'est qu'un objet appartenant à cette dernière. Donc la classe est un modèle que vous allez définir, que nous allons définir, et dans lequel nous allons préciser comment les données vont être structurées, quelles sont les méthodes qui vont traiter ces données-là, comment elles vont faire ça. Et quand on veut créer un objet qui fait partie de cette classe, on doit effectuer ce qu'on appelle une instantiation d'une classe. Bien sûr, quand on aborde l'orienté objet, il faut toujours aborder le concept d'héritage. Donc l'héritage, c'est quoi? L'héritage est une notion qui permet de définir une nouvelle classe en héritant les attributs et les méthodes de classes existantes. Exemple, une classe B qui hérite d'une classe A hérite des attributs et des méthodes de la classe A sans avoir à les redéfinir. C'est-à-dire au niveau de la classe B, j'aurai accès aux attributs de la classe A ainsi qu'aux méthodes de la classe A sans pour autant avoir l'obligation ou la nécessité de redéfinir ces attributs et ces méthodes. Et dans ce cas, B devient une sous-classe de A ou encore A devient la superclasse de B ou la classe de base de B. On dit encore que la classe B est une classe dérivée de la classe A ou que la classe B étant la classe A. Par contre, là, j'attire votre attention sur un point assez important.
En langage PHP, une classe ne peut avoir qu'une seule superclasse. Il n'y a pas d'héritage multiple. Par contre, elle peut avoir plusieurs sous-classes. Donc une classe ne peut pas être héritée à partir de plusieurs classes, mais par contre, elle peut avoir plusieurs sous-classes. La notion d'héritage conduit à la notion de polymorphisme, faisant qu'une même instruction peut en fait appeler lors de l'exécution des fonctions différentes de différents objets mais ayant le même nom. Le polymorphisme découle de la notion de redéfinition de méthode entre une superclasse et une sous-classe. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce concept-là, de cette notion de polymorphisme, parce que j'estime que vous avez déjà abordé ça l'année dernière, et donc je vous laisse le soin de réviser un petit peu cette notion, parce qu'elle est quand même assez importante, bien que nous n'allons pas nous attarder là-dessus par la suite, soit en travaux pratiques ou bien ici dans ce cours. Maintenant, la notion de classe. Comment déclarer une classe en PHP? Donc, on a compris que la classe, c'est en quelque sorte la définition d'un modèle où nous allons encapsuler les données et les méthodes. Comment va-t-on déclarer ça en PHP? La déclaration ou la syntaxe de la déclaration n'est pas vraiment très différente de ce que vous avez déjà vu l'année dernière, soit en langage Java ou bien en C++. Donc, la déclaration d'une classe doit contenir dans l'ordre ce qu'on appelle un modificateur d'accès ou de visibilité. C'est un modificateur qui est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le mentionner. Il faut par contre définir le mot-clé classe suivi du nom de la classe. Ça, c'est obligatoirement. Il faut vraiment avoir ce mot-clé classe et par la suite le nom de votre classe. Si vous allez hériter d'une superclasse, à ce moment-là, il faut ajouter le mot-clé extends suivi du nom de la superclasse, bien sûr. Si vous voulez implémenter une interface, à ce moment-là, vous êtes obligé d'ajouter le mot-clé implements suivi d'une liste de noms d'interface. Donc, voici un exemple un petit peu plutôt à la syntaxe de la déclaration d'une classe. Donc, vous avez ici au début le modificateur, ensuite le mot-clé classe, le nom de votre classe. Si jamais votre classe hérite d'une superclasse, donc il faut rajouter ici extends et le nom de cette superclasse. Et je vous rappelle que vous ne pouvez pas avoir plusieurs superclasses, mais uniquement une seule en PHP, contrairement à d'autres langages de programmation. Ce que vous voyez ici, les crochets là ne sont pas, il ne faut pas bien sûr les mentionner. Moi, je les ai mis ici pour vous dire que ce qui est entre crochets, il est optionnel, il n'est pas obligatoire. Et bien sûr, si votre classe implémente des interfaces, donc il faudra mentionner ça à l'aide du mot-clé implements et bien sûr lister derrière la liste de vos interfaces. Un modificateur peut prendre l'une des valeurs suivantes. Final, et dans ce cas, la classe ne peut pas être modifiée. Sa redéfinition grâce à l'héritage est interdite. Les classes déclarées final ne peuvent donc pas avoir de classe fille. Le modérateur peut prendre une autre valeur qui est abstract. La classe abstract contient une ou plusieurs méthodes abstraites qui n'ont pas de définition explicite, c'est-à-dire qui n'ont pas de corps. Il y a uniquement l'entête de la méthode, le nom de la méthode et les paramètres ou les arguments dont elle a besoin. Et par contre, les instructions de la méthode ne sont pas du tout définies. Donc voici un exemple d'une classe final, ou bien une classe finale, c'est-à-dire elle ne peut pas être héritée, elle ne peut pas devenir une super classe. Donc j'ai ici le modificateur d'accès final, le mot-clé classe, et ici, ça c'est un nom de classe. Vous pouvez choisir le nom que vous souhaitez. Bien sûr, il faut toujours essayer de choisir un nom qui a un rapport avec ce que la classe offre, comme traitement et comme attribut, bien sûr. À l'intérieur de cette classe, je n'ai pas du tout défini d'attribut, mais par contre, j'ai deux fonctions. La première, c'est test, elle est publique, et la deuxième,
elle est aussi publique. C'est more testing. Mais par contre, je l'ai défini ici en tant que final. Et donc, peu importe ici que vous définissez cette fonction en tant que final ou pas, le seul truc qui m'importe ici, c'est ce modificateur-là. J'ai final. Donc, si par la suite, j'essaye de définir une nouvelle classe à laquelle j'ai donné par exemple le nom child class, j'ai rajouté le mot-clé extends, model class, peu importe ce que je vais mettre ici à l'intérieur. Le moteur ou l'interpréteur PHP va me générer une erreur, tout simplement, parce qu'il va me dire que vous êtes en train d'essayer d'hériter, de définir child class en étant une sous-classe de model class, alors que cette classe model class, elle a été déclarée comme étant final, c'est-à-dire elle ne peut pas être héritée. Et voici le message que vous allez obtenir si jamais vous allez tester ça au niveau de votre moteur ou interpréteur PHP. Donc, c'est absolument pas possible. Voici un autre exemple concernant une classe abstraite. Donc, j'ai déclaré ici la classe abstract class. Ça, c'est seulement un nom. Vous pouvez choisir le nom que vous souhaitez. Par contre, j'ai ici un modificateur d'accès ou un modificateur qui me dit, de visibilité, pardon, qui me précise que cette classe-là va être abstraite, c'est-à-dire, quand j'ai ce modificateur-là, je dois obligatoirement avoir à l'intérieur de cette classe, dans le corps de cette classe, au moins une fonction qui est abstracte. Au moins une. Moi, ici, j'en ai deux. J'en ai la fonction getValue et la fonction prefixValue. Les deux sont abstraites. J'ai le modificateur abstract. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Regardez ici. Il n'y a pas du tout de corps pour les deux fonctions. Je n'ai pas du tout défini les instructions de ces fonctions-là. Et bien sûr, ça, c'est supporté par PHP, par les autres langages orientés objets. Ça, on a totalement le droit de le faire. Il n'y a pas du tout de problème. Et j'ai encore une autre fonction. Par contre, elle n'est pas du tout abstraite. Elle est définie, c'est-à-dire j'ai exactement les instructions qui constituent cette fonction-là. Maintenant, je ne peux pas utiliser cette fonction, cette classe-là, parce qu'elle est abstraite. Je ne peux pas instancier un objet de la classe, par exemple, abstract class. Si je souhaite le faire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déclarer ou définir une nouvelle classe et cette classe va hériter de la classe abstraite. Par contre, à ce moment-là, je serai obligé, à l'intérieur de cette classe, concrete class 1 par exemple, je suis obligé de définir toutes les fonctions qui sont abstraites dans la classe superclasse ou la classe mère. Alors, regardez ici, j'étais obligé de définir getValue. Je dois définir les instructions de cette fonction et je dois aussi définir les instructions de prefixValue. Je peux aussi ajouter ici à l'intérieur de cette classe fille ou de cette classe, sous-classe, d'autres attributs, d'autres méthodes. Ça, il n'y a absolument pas de problème. Regardez ici cette ligne que j'ai commentée. $class0 égale new. Ça, c'est un mot-clé qui permet d'instancier un objet de la classe abstract class. En faisant ça, si je ne décommente pas, je vais générer une erreur. L'erreur sera générée par le moteur PHP. Il va me dire que ce n'est pas possible d'instancier un objet d'une classe abstraite. Par contre, la ligne suivante, $class1 égale new concrete class 1. À ce moment-là, il n'y a pas du tout de problème. Là, je suis en train d'instancier un objet de cette classe-là qui, elle, hérite de la classe abstract class. Et par la suite, je peux par exemple appeler directement $class1 supérieur printout. Je suis là en train d'appeler cette fonction-là qui n'est pas du tout abstraite au niveau de la superclasse. Si je veux appeler la deuxième fonction, par exemple prefixValue,
elle était bien redéfinie ici, hein, on a défini son corps au niveau de cette classe concrète class 1. Pour l'appeler, c'est le même principe. $class 1, tiré supérieur, préfixe value, et j'en aurai absolument pas d'erreur qui sera enclenchée par le moteur PHP. Donc, pour résumer, une classe déclarée abstracte ne peut pas être instanciée. Ça, c'est première des choses. Donc, regardez ici. Si je décommente cette ligne, je vais générer une erreur, je vais avoir une erreur. Comment je vais surpasser ce problème-là? Il faut définir une classe qui hérite de cette classe et qui implémente ou qui définit les méthodes nécessaires pour ne plus être abstraite. Donc, c'est pour ça ici, j'ai défini une nouvelle classe concrète, classe 1, qui hérite de cette classe abstraite, mais j'étais obligé de définir toutes les fonctions et les méthodes qui étaient abstraites. Déclaration des attributs. Les attributs sont les données d'une classe et leur déclaration doit contenir un modificateur d'accès ou de visibilité, un nom d'attribut. Il y a ce qu'on appelle les attributs d'instance. Ces attributs nécessitent simplement une déclaration de la variable dans le corps de la classe. Par exemple, public, le nom de l'attribut, $value1. Private, ça c'est un modificateur d'accès ou de visibilité, $value2, et un autre attribut, $value3, qui est protected. Donc ça, c'est la manière avec laquelle vous allez pouvoir définir ce qu'on appelle les attributs d'instance. Alors, ces attributs d'instance, ils sont liés à un objet. C'est-à-dire, lorsque je vais instancier un objet de la classe, je vais pouvoir y accéder à $myObject, par exemple, tiré supérieur value1. Je vais lui affecter ce que je veux lui affecter. C'est possible de faire ça directement parce que son modificateur, il est public. Par contre, si je veux accéder directement de cette façon à l'attribut value2, $value2, je vais générer une erreur tout simplement parce que son modificateur d'accès, il est à private et donc ce n'est pas possible de le faire directement. Il faut passer via des méthodes de la classe myClass. Et puisque je n'ai pas du tout défini ici de classe, donc il serait impossible d'y accéder de cette manière-là. La même chose pour $value3, donc il est protected, donc ce n'est pas possible d'y accéder. Le plus important à retenir ici, c'est que ça, ce sont des attributs d'instance, c'est-à-dire ils vont exister seulement lorsque je vais instancier un objet de la classe myClass. Je vous dis ça parce qu'il y a un autre type d'attributs qu'on appelle les attributs de classe. Ces attributs sont définis avec le mot-clé statique. Donc regardez ici par exemple, class, bicycle, public, static, $num, NUM, bicycle égale 0. Cet attribut, il sera lié à la classe et non pas à un objet. C'est-à-dire tous les objets de la classe bicycle vont partager le même attribut parce que cet attribut il est lié à la classe. Encore plus que ça, j'ai la possibilité d'y accéder, de manipuler, de lire, de modifier cet attribut directement en invoquant le nom de la classe. Je n'ai absolument pas le besoin de créer un objet de la classe pour pouvoir manipuler cet attribut. Regardez, cet attribut, initialement, il est initialisé avec la valeur 0. Je souhaite l'incrémenter. Pour faire ça, c'est assez simple. J'invoque le nom de la classe, 4 points, et le nom de l'attribut. J'ai ici un opérateur d'incrémentation et donc il sera incrémenté. Si je veux l'afficher après, le nom de la classe, bien sûr, bicycle, les 4 points et le nom de l'attribut et il va m'afficher 1. Donc vous remarquez ici, je peux manipuler cet attribut sans avoir le besoin ni l'obligation d'instancier un objet de la classe bicycle. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, déclaration des constantes. Les constantes sont définies avec le mot-clé const. Leur valeur ne peut pas être modifiée. Il est possible d'accéder aux constantes directement via la classe et cela sans instancier d'objet. La même chose que pour les attributs d'instance. Les attributs de classe et non pas d'instance. Il est aussi possible d'accéder aux constantes à l'aide de méthodes invoquées par un objet de la classe. Regardons cet exemple.
toujours la classe bicycle, mais je l'ai redéfinie différemment. Je définis ici une constante qui a le nom code. Je lui ai donné une valeur, ça c'est normal, puisque c'est une constante. Alors regardez, par la suite je vais revenir à cette fonction. Ici, je vais instancier un objet de cette classe. Si je veux, par exemple, y accéder à cet attribut, mais en passant par cette fonction getCode. Parce que le corps de getCode, qu'est-ce qu'il me retourne? Self, 4.code. Le self, il retourne sur la classe. OK? Sur la classe. À partir de laquelle l'objet il a été instancié. Donc, ça va me retourner, si vous voulez, self 4.code, ça va me retourner cette valeur-là. Si je veux maintenant accéder à la constante, mais sans instancier d'objet de la classe bicycle, c'est assez simple. Donc, je vais invoquer ou appeler le nom de la classe, 4 points, et le nom de la constante. Et je vais récupérer cette chaîne de caractères. Donc, c'est pratiquement la même philosophie que pour les attributs de classe. Maintenant, déclaration des méthodes. Les méthodes sont des fonctions qui implémentent les traitements de la classe. La déclaration d'une méthode doit contenir un modificateur d'accès, donc ça peut être public, private, protected, abstract. Et on a déjà vu ça auparavant lorsqu'on a abordé les classes abstraites. Et bien sûr, le mot-clé function. Donc regardez ici, j'ai le modificateur. Vous pouvez mettre ici ce que vous voulez, bien sûr pas ce que vous voulez selon les besoins que vous avez. Donc ça peut être public, private, protected ou bien abstract. Le mot-clé function et le nom de votre fonction. Bien sûr, il faut donner un nom de fonction. Il ne faut absolument pas avoir un espace si jamais vous avez un nom de fonction composé de plusieurs mots. Et bien sûr, les paramètres de la fonction, ils sont optionnels, mais par contre, il faut avoir les parenthèses. Même si vous n'avez pas du tout de paramètres ou d'arguments pour la fonction, ou la méthode, mais par contre, il faut avoir les parenthèses. Et les accolades, si jamais vous allez définir le corps de cette fonction. Par contre, si elle est abstract, bien sûr, il n'y aura pas du tout d'accolade et on va mettre ici à la fin un point virgule. Une méthode peut être déclarée statique. Et dans ce cas, elle sera invoquée, appelée, sans instancier un objet de sa classe. Là aussi, j'ai la possibilité de définir des fonctions statiques, c'est-à-dire je vais pouvoir les invoquer, les appeler, sans pour autant être obligé de déclarer ou d'instancier un objet de la classe. Par exemple, ici, j'ai la classe que j'ai nommée calendar. Donc, il y a une fonction, elle est publique, par contre, elle est statique. Le nom de la fonction, et qu'est-ce qu'elle me retourne? Elle me retourne la date. Donc, l'année, le mois et le jour. Comment je vais pouvoir l'appeler? J'ai la possibilité, si jamais j'en ai besoin pour faire autre chose, d'instancier un objet, par la suite d'appeler cette classe, cette méthode ou cette fonction. Par contre, si je n'en ai pas besoin d'instancier un objet de la classe calendar et je veux seulement exécuter ou appeler getDate, je peux le faire directement. Je dois tout simplement invoquer le nom de la classe, 4 points, et le nom de ma méthode qui est getDate, et je vais pouvoir exécuter cette routine-là ou cette fonction. La notion de constructeur, c'est quelque chose qui est très important et que vous avez forcément déjà vu ou abordé. Donc, un objet est une instance, un exemplaire construit dynamiquement sur le modèle que décrit la classe. L'instanciation de l'objet s'effectue via une méthode particulière nommée constructeur permettant d'initialiser ses attributs, c'est-à-dire les attributs de l'objet. Le constructeur suit la définition des autres méthodes, excepté que son nom doit obligatoirement être _ construct. Je sais, en langage Java, le constructeur n'a pas du tout ce nom. Je pense, si je ne me trompe pas, il doit prendre le nom de la classe. En PHP, ce n'est pas le cas. Les constructeurs doivent avoir ce nom-là, _ construct. Et bien sûr, vous pouvez définir le nombre d'arguments que vous souhaitez ici. Donc, le constructeur est systématiquement invoqué lors de l'instanciation d'un objet. Donc, un exemple assez simple, j'ai la classe user, j'ai un seul attribut pour user, c'est name, il est public.
Et je définis ici un constructeur. Le constructeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer un argument, un paramètre ou une donnée à l'entrée qui est $name. Il va affecter cette variable-là ou cette donnée-là à l'attribut name. Et j'ai mis ici $days, ça veut dire l'objet, cet objet qui est créé là maintenant. Pour accéder à son attribut, je mets directement name. La définition d'un constructeur est facultative. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un constructeur dans toutes les classes que vous allez définir. Mais par contre, si jamais vous en avez besoin, il faudra le faire. Si vous voulez, par exemple, au moment d'instancier un objet, vous voulez initialiser ses attributs avec des valeurs que l'utilisateur va vous passer, que vous allez définir vous-même, à ce moment-là, vous serez peut-être obligé de définir un constructeur. Les constructeurs des classes mères ne sont pas appelés implicitement si la classe phi définit un constructeur. Si vous voulez utiliser un constructeur mère, il sera nécessaire de faire appel à parent __construct depuis le constructeur de la classe phi. Voici un exemple. J'ai la classe user, j'ai défini ici un constructeur, c'est le même que celui que je viens de présenter sur la diapo précédente. Et j'ai ici une autre classe, c'est admin. Par contre, cette classe-là hérite de user. Donc, c'est une sous-classe de user, où user est une super classe de admin. Ici, au niveau de admin, j'ai un autre attribut qui est role. Ça veut dire tous les objets de admin, ils ont combien d'attributs? Ils en ont un ou deux. C'est ça, ils en ont deux. Ils en ont role, ils en ont aussi name. Parce que admin hérite de user. Donc, elle va hériter de tous ses attributs et de toutes ses méthodes. Par contre, ici, au niveau de admin, j'ai défini un constructeur. Quand on définit un constructeur ici, donc, PHP ne va pas automatiquement appeler le constructeur de user. Par contre, moi, j'en ai besoin de l'appeler. Pourquoi? Parce qu'il va m'initialiser l'attribut name. Donc, regardez ici, $name, c'est l'entrée pour le constructeur de admin. Et moi, je veux que ce $name soit affecté à l'attribut $name. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois appeler le constructeur de la classe mère ou de la super classe qui est user. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Parent, __construct, et je passe l'argument. Par la suite, moi, le rôle, je peux l'initialiser ici au niveau du constructeur de admin. Et bien sûr, pour pouvoir instancier un objet de admin, c'est assez simple. Vous faites new admin et entre parenthèses, vous donnez le nom de l'user et il sera passé à l'attribut $name. Il n'y aura pas de problème. Et pour y accéder aux attributs, bien sûr, ici, ils sont en public, donc nous allons pouvoir y accéder directement. Maintenant, la notion de destructeur. Il y a le constructeur, il y a le destructeur. Donc, le destructeur est appelé dès qu'il n'y a plus de référence sur un objet donné. C'est-à-dire, dès que le moteur PHP détecte que l'objet que vous avez instancié n'est plus du tout appelé, donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va le détruire. Dans le cas où l'exécution du script est stoppée par une fonction exit, le destructeur sera aussi appelé. Le destructeur est une méthode dont le nom est __destruct. Donc, si vous ne définissez rien du tout, c'est-à-dire vous n'allez pas du tout définir un destructeur pour votre classe, donc automatiquement l'objet il sera détruit tout simplement. Par contre, si vous voulez définir un destructeur, donc c'est possible. Et par contre, il faut faire quelque chose. Par exemple, moi ici, qu'est-ce que j'ai fait pour cet exemple? Donc, j'ai défini un destructeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement affecter nul à l'attribut name et par la suite, il va m'afficher un message comme quoi destroying the object user, la destruction de l'objet user, tout simplement. Et au niveau de ce script-là, j'ai au début la déclaration de la classe user et ensuite j'ai une instantiation de l'objet new user, peu importe le name que vous allez passer ici. Tout de suite après cette instruction, il n'y a plus rien et je ferme le script. Donc PHP, qu'est-ce qu'il va détecter? Il va détecter qu'après cette instruction-là, $user n'est pas du tout appelé, n'est pas du tout invoqué.
Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le détruire. Puisque j'ai défini un destructeur, donc il va exécuter cette fonction-là. Et cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va m'afficher un message au niveau du navigateur qui va me dire que destroying the object user, tout simplement. Maintenant, les interfaces. Lors d'un développement multi-équipe, il y a plusieurs équipes qui vont participer au développement, ou plusieurs développeurs au sein de la même équipe. Donc, les développeurs des différentes équipes doivent se mettre d'accord sur un contrat décrivant comment leurs programmes interagissent. Par conséquent, chaque équipe sera capable d'écrire son code sans connaître les détails des codes des autres équipes. Nous n'allons pas attendre que l'équipe A termine l'écriture de son code pour que l'équipe B commence à développer ses propres codes. Donc, dès le départ, nous allons nous mettre d'accord sur un ensemble d'interfaces. Donc, les interfaces, c'est quelque chose qui va permettre la communication entre, si vous voulez, les codes ou les classes ou les objets qui vont être développés par la première équipe avec les classes et les objets qui vont être développés par la deuxième équipe. Donc, une interface définit les entêtes d'un ensemble de méthodes ainsi que des constantes. Cette définition permet d'imposer un contenu commun à des classes en dehors d'une relation d'héritage. Pas forcément qu'il y ait un héritage, mais ça va nous permettre, par exemple, moi je suis en train de développer une classe et à un moment donné, à l'intérieur de cette classe, j'ai besoin, ou plutôt je dois solliciter certaines méthodes d'une autre classe que l'autre équipe est en train de développer. Moi, je ne vais pas attendre qu'il termine pour que je puisse terminer mon travail. Donc, on va dès le départ se mettre d'accord sur une interface. Par exemple, on va se dire, voilà, la méthode que je souhaite appeler ou solliciter, donc elle doit avoir ce nom-là, par exemple, method 1, elle doit avoir ses attributs, par exemple, $name. Et on se met d'accord là-dessus. Donc, eux vont prendre leur temps pour développer cette méthode au sein d'une classe. Mais par contre, moi, je ne vais pas attendre qu'ils finissent leur développement. Donc, je vais pouvoir continuer moi mon développement en appelant et en sollicitant méthode 1 avec un argument ou un paramètre $name par exemple. Donc, voilà, c'est ça. C'est ça l'idée des interfaces. Donc, cette définition permet d'imposer un contenu commun à des classes en dehors d'une relation d'héritage. La définition d'une interface est similaire à la définition d'une classe, sauf qu'il faut utiliser le mot-clé interface à la place de classe. Donc, regardez ici, il y a interface, il n'y a pas du tout classe, et le nom de l'interface. Et une interface ne doit jamais définir le corps de ses méthodes, bien sûr, parce que c'est une interface. Donc, nous allons voir uniquement l'entête des méthodes et pas plus. Si vous voulez, l'entête ou le prototype des méthodes, c'est-à-dire le nom de la méthode ainsi que le nombre d'arguments ou de paramètres dont on a besoin. Donc ici, au niveau de cette interface, il y a deux méthodes, méthode 1, méthode 2. Les deux sont publiques. La première méthode, elle a un argument, c'est $name. La deuxième, elle n'a pas du tout d'argument. Et bien sûr, pour ces deux méthodes-là, je n'ai absolument et je n'ai surtout pas le droit de définir de corps, ce qui n'existe pas encore, ce corps. Maintenant, l'équipe qui va développer les méthodes dont j'ai besoin, donc qu'est-ce qu'elle doit faire, cette équipe-là? Elle doit implémenter cette interface. C'est-à-dire l'interface sur laquelle nous sommes mis d'accord, elle doit l'implémenter. Comment elle fait? Donc, il faut qu'elle utilise un mécanisme pour pouvoir écrire le corps de ces méthodes. Donc, c'est assez simple. Donc, juste pour rappel, une interface impose un comportement particulier aux classes et pour cela, elle doit être implémentée par ces dernières. Donc, une classe peut implémenter une ou plusieurs interfaces en utilisant le mot-clé implement. Donc, j'ai ici l'interface sur laquelle on s'était mis d'accord. Et l'équipe maintenant, l'équipe B, on va dire, moi j'appartiens à l'équipe A, l'équipe B doit implémenter ces interfaces. Donc, c'est comment qu'elle va procéder? C'est assez simple. Donc, elle va définir une classe, implement cette interface. Et obligatoirement, à l'intérieur de cette classe myClass, elle doit définir cette équipe-là, elle doit définir le corps de ces méthodes, de toutes les méthodes, pas une seule, de toutes les méthodes. Bien sûr, une particularité, c'est que une classe
peut implémenter plusieurs interfaces. Donc, si cette équipe doit, par exemple, implémenter d'autres interfaces au sein d'une même classe, donc elle peut rajouter ici, par exemple, my interface, virgule, interface 2, virgule, interface 3. Et ici, à l'intérieur, elle doit définir le corps de toutes les méthodes qui sont déclarées dans ces interfaces-là. Ensuite, pour pouvoir, de mon côté, moi, appeler ces méthodes-là, donc c'est assez simple. Donc, je vais instancier un objet de cette classe myClass et ensuite, je vais invoquer les méthodes. Et moi, ça, je serai capable de l'écrire sans attendre que l'équipe B finit la définition des corps de méthode 1 et de méthode 2. Donc c'est assez simple et je pense que ce sont des notions que vous avez déjà abordées précédemment l'année dernière, je crois, dans le module orienté objet. Donc normalement, ça ne va pas vous poser trop de problèmes. Néanmoins, comme d'habitude, je vous encourage à reprendre tous les exemples que je viens de présenter et de les retester au niveau de votre machine locale. Et ça va vous permettre de vous familiariser avec ce concept-là, ce type de programmation orientée objet au sein de PHP ou bien à l'aide de PHP. Et comme d'habitude, si vous avez des commentaires ou des questions, il ne faut surtout pas hésiter à partager ça avec l'ensemble de vos collègues.